Eh bien bonjour à tous, donc on se retrouve autour de la séance 2 de français sur la séquence sur le transhumanisme. Donc on a déjà parlé du détachement entre le corps et l'esprit grâce à la séance 1. Et là on va aller un petit peu plus en littérature plutôt qu'en texte philosophique, où on a quand même eu de la littérature avec Ovid. Et on va aller voir ce qui se passe du côté de Frankenstein. Donc la séance 2, je vous ai donc demandé de la travailler par avance. Je vais vous lire le texte parce que ça j'arrive pas trop à m'en passer malgré tout. Et puis bon alors comme j'ai dû l'indiquer déjà précédemment, mais je ne peux faire des vidéos que de 15 minutes. Donc il est possible qu'il y ait une partie 1, une partie 2 et en cas d'énormes leçons, une partie 3, ce qui serait assez énorme. Alors, extrait 1 de Mary Shelley, Frankenstein ou le Prométhée moderne, 1831, chapitre 4. Alors déjà, Mary Shelley, c'est une auteure gothique, donc 19e siècle anglais. Le gothique, c'est pas seulement des jeunes filles et des jeunes garçons que vous voyez habillés en noir dans la rue, c'est vraiment une philosophie qui au 19e siècle était très importante pour les Anglais. Ça a été une grosse mode. Et en littérature, donc il y a la littérature gothique anglaise, vous imaginez les châteaux isolés, particulièrement en Écosse. Vous allez avoir tout ce qui va être de l'ordre du fantastique. Alors c'est vrai qu'en France, on a tourné autour du gothique, mais on s'en est un peu détaché. Nous, on s'est intéressé plus au fantastique, avec l'idée est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai. Chez les Anglais, on est plus parti sur l'idée que ce qui faisait peur, c'était vrai. Donc c'est encore différent. Et Mary Shelley, c'est un peu un défi. Parce qu'à son époque, peu de femmes écrivaient. Elles n'étaient pas reconnues, et donc elle était entourée d'écrivains, comme Poe, Edgar Allan Poe, qui est un très grand auteur anglais. Et il s'était un peu donné un défi d'écrire une histoire qui faisait peur, une histoire mais en même temps qui faisait réfléchir. Et Mary Shelley, c'est pas du fantastique, c'est ce qu'on appelle de la science-fiction. Alors on verra peut-être plus tard pourquoi. Mais il existe un film qui est sur la vie de Mary Shelley, qui est sorti il y a moins de 2 ans, donc il est possible qu'il soit sur vos box. En tout cas, n'hésitez pas à le regarder, c'est hyper intéressant, même si c'est pas une écrivaine française, c'est hyper intéressant de découvrir la culture un petit peu européenne. En plus, vous avez entendu parler du monstre de Frankenstein depuis petit, donc vous voyez de quoi on parle. Alors, Victor Frankenstein effectue des recherches multiples pour découvrir la source de la vie. Donc il faut bien se dire que Frankenstein, c'est pas le monstre au départ, hein, c'est le docteur. Pour rechercher les causes de la vie, il est indispensable d'avoir d'abord recours à la mort. J'appris donc l'anatomie, mais ça ne suffisait point. Il me fallait en outre observer la désagrégation et la corruption naturelle du corps humain. Au cours de mon éducation, mon père avait pris le plus grand soin pour que nulle horreur surnaturelle n'impressionnât mon esprit. Je ne me rappelle pas avoir tremblé en entendant un conte superstitieux, ni avoir eu peur de l'apparition d'un fantôme. Les ténèbres n'avaient point d'effet sur mon imagination, et un cimetière n'était à mes yeux que le réceptacle de corps privés de vie, qui après avoir été le temple de la beauté et de la force, était devenu la nourriture des vers. Voici que j'étais amené à examiner la cause et les étapes de cette corruption, et contraint de passer des jours et des nuits dans les caveaux et les charniers. Mon attention se fixait sur chacun des objets les plus insupportables pour la délicatesse des sentiments humains. Je voyais la forme magnifique de l'homme sans les dire et disparaître. C'est pas très gai tout ça, hein, j'en suis navré. J'observais la corruption de la mort succéder à la fraîcheur des joues vivantes, je voyais le ver prendre pour héritage les merveilles de l'œil et du cerveau, je m'arrêtais, examinant et analysant tous les détails du passage de la cause à l'effet, tels que les révèlent le changement entre la vie et la mort, entre la mort et la vie, jusqu'au moment où du milieu de ces ténèbres surgit soudain devant moi la lumière. Une lumière si éclatante et si merveilleuse et pourtant si simple, qu'éblouie par l'immensité de l'horizon qu'elle illuminait, je m'étonnais que parmi tant d'hommes de génie dont les efforts avaient été consacrés à la même science, il m'eût été réservé à moi seul de découvrir un secret aussi émouvant. Souvenez-vous que je ne vous décris point une vision d'un fou. Après des jours et des nuits de labeur et de fatigue incroyable, je réussis à découvrir la cause de la génération de la vie. Bien plus, je devins capable moi-même d'animer la matière inerte. Ce que les plus grands savants depuis la création du monde avaient cherché et désiré se trouvait désormais entre mes mains. Lorsque je vis entre mes mains une puissance aussi étonnante, j'hésitais longtemps sur la manière dont je devrais l'employer. Bien que possédant le pouvoir d'animer la matière, préparer un corps pour recevoir la vie, réaliser l'entrelacement délicat de ses fibres, de ses muscles, de ses veines, restait toujours une œuvre d'une difficulté et d'une longueur inconcevables.
Je ne savais pas d'abord si j'essaierais de créer un être semblable à moi, ou un organisme plus simple. Mais mon imagination était par trop exaltée par mon premier succès pour me laisser mettre en doute la possibilité pour moi de donner la vie à un animal aussi complexe et aussi merveilleux que l'homme. Comme la petitesse de ces diverses parties constituait un grave obstacle à la rapidité de mon travail, je résolus, contrairement à mon intention première, de lui donner une stature gigantesque, c'est-à-dire environ 8 pieds de hauteur et d'une largeur proportionnée. Après avoir pris cette décision et passé plusieurs mois à rassembler et à disposer convenablement mes matériaux, je commençai mon œuvre. Nul ne put concevoir les sentiments variés qui me poussaient en avant tel un ouragan dans le premier enthousiasme du succès. La vie et la mort m'apparaissaient comme des limites idéales que je devrais d'abord franchir pour déverser sur notre monde ténébreux un torrent de lumière. Une espèce nouvelle bénirait en moi son créateur et sa source. Poursuivant ces réflexions, je me disais que s'il m'était donné d'animer la matière inerte, je pourrais avec le temps, bien que ça me semblât encore impossible, renouveler la vie lorsque la mort avait apparemment livré le corps à la corruption. Ces pensées soutenaient mon courage, tandis que je poursuivais mon entreprise avec une ardeur sans défaillance. L'étude avait pâli ma joue. L'absence d'exercice avait amaigri mon corps, et la lune contemplait mes labeurs nocturnes, tandis que dans la constance et dans l'essoufflement de l'impatience, je poursuivais la nature jusque dans ses cachettes. Qui concevra les horreurs de mon travail secret, tandis que je tâtonnais, profanant l'humidité des tombes, ou torturais l'animal vivant pour animer l'argile inerte? Ce souvenir fait aujourd'hui trembler mes membres et trouble mon regard. Mais alors une impulsion irrésistible et presque frénétique me poussait en avant. Toute mon âme, toutes mes sensations ne semblaient plus exister que pour cette seule recherche. Celle-ci n'était plus, à vrai dire, qu'une extase isolée, qui ne faisait que renouveler l'intensité de mes sentiments, dès qu'en l'absence de ce stimulant étrange, je reprenais mes anciennes habitudes. Je ramassais des ossements dans les charniers, et mes doigts profanes troublaient les mystères de l'édifice humain. C'était dans une pièce, ou plutôt dans une cellule solitaire, en haut de la maison et séparée de tous les autres appartements par une galerie et un escalier, que j'avais établi mon atelier d'immonde création. Mes yeux sortaient de leurs orbites devant les détails de mon œuvre, la salle de dissection et l'abattoir me fournissaient une grande partie de mes matériaux, et maintes fois mon humanité se détourna avec écœurement de mon œuvre, au moment même où, sous l'aiguillon d'une curiosité sans cesse croissante, j'étais sur le point d'aboutir. Donc ça, c'est le premier extrait. Je vous en ai mis un deuxième, parce qu'on est sur deux éléments différents. Pourquoi peut-on dire que ce texte est un récit de science-fiction et pas un récit fantastique? Alors, il faut bien revoir les définitions de ce que c'est fantastique. Et je vais vous décaler un petit peu ceci parce que j'ai mis des notes. Alors, hop. Et ça peut vous intéresser. Voilà, je vais peut-être diminuer ici. Voilà. Normalement, vous avez à peu près tout. Je décale. Comme ça, vous savez tout ce que je fais. Voilà. Alors, moi j'avais noté que Frederick Brown distingue le fantastique de la science-fiction de cette manière. Donc Frederick Brown, qui est un auteur, le fantastique traite des choses qui ne sont pas et ne peuvent pas être, alors que la science-fiction traite de choses qui ne sont pas, mais qui pourront être un jour. C'est tout simple en fait. Fantastique, c'est quelque chose qui dépasse la réalité. On va être dans le fantastique avec des histoires de fantômes, de vampires. Et puis surtout dans l'histoire de fantastique, normalement vous l'avez déjà vu plusieurs fois, notamment en 4e, le fantastique, il y a un doute à la fin. On peut se poser la question, est-ce que ça existe, etc. La science-fiction, c'est tout simplement, on décompose le mot, on a science et on a fiction. C'est-à-dire que c'est une fiction, une imagination, mais à partir de la science. D'accord? Donc en quoi finalement ce texte est de la science-fiction? Eh bien à partir de tous les détails qu'il nous donne. Déjà on part du principe d'un docteur. Ensuite, on va voir son fonctionnement, avec sa technique, son mode opératoire, finalement. Donc, c'est très important qu'on se note ça. Le fantastique. Un sous-genre qui met en avant des éléments qui ne sont pas réel, ou alors on maintient le doute. D'accord? Donc moi je vais mettre fantôme, vampire, possession, vous voyez de tout ça.
Alors que la science-fiction se base sur des faits scientifiques. Alors vous pouvez bien entendu, si vous le souhaitez, recopier cette définition-là, qui est très intéressante, qui est une définition canonique, ou le retenir comme ça. En tout cas, ici, on est sur de la définition. Vous pouvez aussi aller chercher dans votre dictionnaire, chercher les définitions exactes de fantastique et de science-fiction, si ça vous permet d'en avoir une bien plus précise. Alors, moi, je vais faire des allers-retours avec le texte, donc ça va monter et descendre. C'est possible que ça vous file un peu le mal de mer. Vous pouvez sauter les étapes si besoin. Donc, moi, je vais m'appuyer sur le texte en lui-même et voir quel est le fonctionnement, le modus vivendi, le mode opératoire de Frankenstein, du docteur. Donc, il part d'abord sur l'apprentissage de l'autonomie. Hop, je redescends. Excusez-moi. Donc, première étape, apprentissage de... je vous ai dit quoi? De l'anatomie. Constitution du corps, etc. On a aussi l'idée que c'est un docteur. Je travaille à partir de mon vieil ordinateur, donc vous savez très bien que de temps en temps, il bug. Ensuite, il parle d'imagination et il se dit que il a besoin d'observer en fait comment fonctionnent les corps, donc corps d'abord d'animaux, mais aussi il va passer au corps humain. Et devant toutes ces désagrégations des corps, donc il va aller dans des charniers, dans des caveaux, c'est-à-dire qu'il va aller chercher des corps en décomposition, et il va les observer, il va observer la décomposition des corps. Et à partir de ça, en fait, il va chercher un seul but, c'est de découvrir le secret de la vie. Comment on donne la vie. Comment est-ce qu'il y a une première étincelle qui fait que de la nature inerte que l'on est, on a de la vie. Voilà. Donc, observation de la désagrégation du corps. À partir de cadavres, d'humains, d'animaux, etc. Vous voyez un peu hein, l'aspect gothique. On en a le cœur au bord de la bouche. Hein, on a un petit peu envie de vomir en lisant ce texte. Hein, c'est pas si simple que ça. Alors, une fois qu'on a ça, il va partir sur l'idée que, en tant que savant, il va se consacrer entièrement à son étude. Et il nous dit bien, je ne vis plus, je travaille, j'ai une fatigue incroyable, il va en perdre sa santé, alors il va dire qu'il ne fait plus de sport, qu'il en perd du poids, l'étude avait pas l'imajou, l'absence d'exercice avait amaigri mon corps, etc. Donc il va se donner corps et âme à son travail d'observateur. Se donne corps et âme à son travail d'observateur. Et finalement, il va trouver. Est-ce qu'il nous donne la solution? Est-ce qu'il nous donne la solution? Eh bien, non. Il nous la donne pas. Alors moi, j'aimerais bien que vous me disiez pourquoi. C'est un peu faussé parce que c'est moi qui vais vous dire des choses. Mais en fait, Mary Shelley, bien entendu, n'a aucune idée de la raison pour laquelle ou de la façon dont la vie apparaît. Donc elle va pas inventer quelque chose de faux. Et puis il y a cette idée aussi de attention, c'est un roman, il faut pas que les gens fassent des expériences. Que ça crée une mode où les gens iraient déterrer des cadavres la nuit pour pouvoir créer la vie. Donc il s'agit en aucun cas de donner une sorte de fausse idée, je l'ai trouvée parce que la physique quantique ou je ne sais quoi. Je vais arrêter là la première vidéo et puis on continuera juste après.